prototypé, juste une tendance, sur une femme qui serait plutôt longiligne avec quelques formes, alors que vous, j'entendais souvent dire que c'est plutôt une mama, quelqu'un qui est plus en forme en tout cas que les autres. Vous voyez, chacun son truc, c'est pour des raisons culturelles, des raisons personnelles, etc. Et là, ça fait rire, hein, là, on comprend bien. Et donc, il faut savoir tirer le son de chaque type et chaque stimuli propre à chacun. À partir de là, notez bien qu'il y a un fantasme de pouvoir, d'être un grand empereur, un fantasme sexuel, un obsédé sexuel, paraphilie ou autre, en lien avec ça. Et troisième temps, on peut avoir d'autres types de fantasmes. D'abord qui mélangent les deux, c'est pour ça que je les appelais souvent narcisso-sexuels. Parfois on ne comprend pas ou on ne voulait pas comprendre, hein, mais je persiste et signe, il y a vraiment ces deux composantes-là qui sont présentes sur la scène du crime, telles que celle que je viens de vous montrer à l'instant, qui vraiment est imparable. Et ensuite, on peut avoir ce que j'appelle des fantasmes de passion, c'est-à-dire, c'est pas forcément le pouvoir. Par exemple, je veux collectionner, il y a les collectionneurs, donc ils sont vraiment à collectionner tout, passionnément. Alors, il y avait les timbres, fut un temps, parfois c'est les voitures, parfois c'est les femmes, parfois c'est des trophées, où vous avez les têtes de cerf, il peut y avoir des têtes de prostituées dans le salon du tueur en série, voyez. Et donc, il y a cette histoire de... C'est pas uniquement du pouvoir pour du pouvoir, on sent bien qu'il y a un côté quand même propre à chacun de collectionner quelque chose. Voilà. Donc une passion liée à quelque chose, par exemple. Et enfin, pathologie. Donc c'est clair qu'il y a quand même des tueurs un peu fous, un tueur malade mental, ou présentant en tout cas des pathologies de type psychiatrique, référencées comme telles, plus ou moins affirmées, c'est-à-dire qu'on peut avoir une pathologie qui n'altère pas le discernement. C'est-à-dire que la personne reste totalement consciente du bien et du mal qu'elle fait, elle a décidé de le faire, et même si on pourrait par exemple la classifier comme psychopathe, c'est très bien le bien et le mal qu'il fait. Il est conscient. Voilà, il faut être très clair, hein, Mohamed Merah, c'est très bien le mal qu'il fait. Simplement, il s'est soit convaincu de son idéologie, soit s'arrange le droit d'être justicier des temps modernes. Peu importe, il est en tout cas tout à fait responsable de ses actes. Voilà, c'est ça, responsable pleinement. Et donc on appelle ça les troubles de la personnalité ou les troubles du comportement. Hein, dès lors que ce n'est qu'un trouble, voilà, ça ne remet pas en question sa responsabilité pénale. Et donc il est en prison, celui-là. Deuxièmement, on a l'altération du discernement, c'est-à-dire qu'une situation un peu mixte où il y a une partie de la pathologie qui l'a rendu irresponsable, qui a altéré, hein, donc qui a un peu modifié son discernement, sa lucidité, et puis il y a une partie quand même qui est tout à fait normale. Altération. Donc là, on va diminuer, sous une espèce de circonstance atténuante, la responsabilité à mesure, à proportion de cette altération. Et enfin, troisièmement, il y a l'abolition du discernement. Alors la personne est totalement folle, au sens d'une maladie mentale qui a complètement aboli sa responsabilité, son discernement, et donc lui, il ira en hôpital psychiatrique. Pas en prison. Ok ? Je ne parle même pas des mineurs, qui jusqu'à 13 ans peuvent tuer allègrement sans jamais aller en prison. Car c'est en droit français, le fait que nous puissions avoir des mineurs qui sont épargnés, hein, exonérés pénalement de tout, je dis bien de tout, d'un strict point de vue pénitentiaire. Hein, évidemment que ça apparaîtra dans leur casier, ça apparaîtra dans machin, mais ils ne feront pas de prison comme des adultes, et donc ne pourront pas avoir une peine d'incarcération jusqu'à 13 ans. C'est la loi. Et donc, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat, ça c'est un truc qu'on pourrait faire encore une fois avec Web TV, mais ce n'est pas l'objet du jour. Retenons simplement que maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'un crime sur le vil apparent, eh bien un homicide, un événement a lieu, qui n'est donc pas un oubli classique, peut être vu comme un tueur annonciateur d'une récidive ou d'une série criminelle. Ce n'est pas un simple assassin, ce n'est pas un simple criminel. C'est comme je vous disais, je crois, dans l'article sur Mohamed Merah, je disais, c'est pas un simple criminel auquel on a affaire, il faut tout de suite le qualifier pour ce qu'il est. Quelqu'un qui fait ça, je suis désolé, n'est pas un simple criminel. On ne peut pas dire que c'est uniquement un assassin et un meurtrier qui fait ça. Il faut le qualifier plus précisément pour savoir vraiment à quel... Et si il présente ce fameux fantasme narcissique, sexuel, cumulé dans le même cadavre, hein, c'est le même positionnement du cadavre, etc., alors c'est qu'il aime ça. C'est qu'à chaque fois qu'il aura envie d'éprouver une sexualité et le plaisir qui va avec, il fait ça, et il tue.
Et donc chaque fois qu'il tue, puisque c'est indissociable, forcément il va faire ça aussi. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que je veux faire l'amour avec quelqu'un, ce personnage-là, il va faire ça. Donc très clairement, vous comprenez rapidement que c'est un tueur en série annonciateur. Pas besoin d'attendre 3, 4, 5 victimes pour dire que c'est pas un simple assassin, c'est quelqu'un qui vraiment est potentiellement dangereux. Bon. Et donc ça, c'est l'intérêt crucial de la criminologie clinique. Bien caractériser les choses. Et donc, 2 homicides, 2 événements de lieu, c'est un tueur en série aussi d'une série criminelle, mais qui est un peu plus probant. 2 homicides et plus dans un événement, 2 lieux et plus, on appelle ça un tueur compulsif ou spree killer. C'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt en cavale, et qui, à l'occasion de sa fuite, va tuer un certain nombre de personnes, mais dans un trait de temps relativement court, parce que généralement la cavale se voit et on va rapidement l'arrêter, et puis ça se finit mal, il va se tuer ou il va se faire tuer. Bon. Par contre, 3 homicides minimum, 3 événements, 3 lieux différents, donc avec période d'accalmie, tueur en série ou serial killer. Là, la messe est dite, je crois que pas grand-chose à rajouter. Enfin, 4 homicides, un événement, un lieu, c'est-à-dire au moins 4 homicides, dans un seul événement, dans un lieu, donc je prends mon gun, j'en tue au moins 4, pouf, 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 tuerie de masse. Ça peut aller jusqu'à 235 victimes, 235 victimes et plus encore sans doute bientôt à la mosquée en Égypte. Okay. Alors, ajoutons que... Non, avant même de rajouter, revenons à notre première affaire. Vous vous souvenez donc de cette jeune fille retrouvée dans... Dans quoi? Très bien. Alors, vous diriez quoi? C'est quelqu'un qui a fait un mobile classique qui a fait ça, ou c'est quelqu'un qui a un fantasme? C'est un fantasme? Ça, c'est sûr, il a un gros problème. Ça, vous voyez, alors là, c'est un très bon exemple. Enfin, voilà, merci de cet exemple. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais vous voyez, c'est là où il y a le profane qui n'a pas fait de criminologie, qui va dire vraiment, la version c'est dans le voisinage, oh, non, celui-là, il a un gros problème. Et puis, évidemment, les analyses qu'on fait. Mais tout à fait, justement, c'est pour ça que je reprends des ça ordres avec de l'ordre psychologique, un fantasme, oui. déjà quelqu'un qui a fait ça, un fantasme, Oui. et il y a aussi une certaine jouissance qui est due à l'acte qu'il commet. Ça veut dire qu'il peut tirer une jouissance qui n'est pas forcément sexuelle, mais qui a une relation avec la sexualité, en commettant cette chose. Pour X raisons. Donc celui qui a fait ça, s'il vous plaît. Celui qui a fait ça, donc, qui est plutôt mobile classique ou fantasme? Fantasme. S'il vous plaît. Je crois que... Alors, oui. Là, ça peut être un peu difficile parce que le mobile classique, lorsqu'il est lié au sexe, peut être confondu au mobile apparent. Oui et non. Alors, plutôt non ici, mais je vais expliquer. Oui, si vous avez 2 personnes adultes, du moins, une victime adulte dans un premier temps, femme ou homme, en tout cas dans la maturité de l'âge, et qui se retrouve être agressé sexuellement. Effectivement, dans ce cas-là, on peut a priori y voir, sans autre caractéristique distinctive, un crime passionnel, possiblement, avec l'agression sexuelle d'un violeur étranger à la victime. C'est vrai. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est qu'un crime passionnel, c'est ça que vous compreniez, c'est qu'un crime passionnel, même d'ordre sentimental, est très rarement en rapport avec le sexe. Et très rarement aussi à représenter un comportement sexuel sur la victime. En fait, ce qui va être le plus dégradé dans les crimes passionnels, c'est le visage. Parce que l'auteur et la victime se connaissent intimement depuis longtemps, la plupart du temps. Et vraiment, l'auteur en veut profondément à l'autre de l'avoir trahi et veut bousiller, vraiment détruire cette personne qu'il connaissait. Et ensuite, pour le faire passer comme un crime sexuel éventuellement, il va maquiller, mais c'est toujours superficiel, partiel. C'est-à-dire qu'on va juste enlever un petit peu la culotte, on va juste enlever un petit peu... Parce que la personne est tiraillée entre d'un côté
il faut vraiment que je montre que c'est sexuel, que c'est autre chose en tout cas que très personnel, et, parce que je connaissais la victime. Puis de l'autre, je la connaissais vraiment. Donc j'ai du mal à la déshabiller. Parce que si je la déshabille, je l'humilie, alors que je l'aime encore. Donc des choses comme ça qui interviennent, qui ne sont pas forcément évidentes. Alors qu'un crime sexuel, alors je vais être encore plus clair, je pense que là tout le monde va être d'accord. Lorsqu'on regarde, cette fois-ci, la deuxième affaire, et qu'on va sur le terrain, imaginons, de ça, qui bientôt, à la force des photos, s'intéressant de plus près à cette petite fille, on se dit très clairement que là, est-ce que c'est un mobile classique, c'est-à-dire au sens de cette petite fille m'a trahi. Cette petite fille, donc, est une salope. Cette petite fille est... oui, non. Ce dont on a affaire, c'est évidemment un fantasme sexuel de type pédophile, ou de type... Voilà. Donc là, on est bien sûr dans le fantasme pervers ou paraphile, hein, donc substitue une relation sexuelle normale qui doit être passionnelle. Hein, parce que dans le crime passionnel, on est dans le rapport d'adulte, vous comprenez? Donc il faut penser paraphilie. Paraphilie, c'est aimer ce qui est pervers au sens sexuel, ce qui est une alternative, un substitut d'une relation sexuelle dite normale. D'ailleurs, c'est quoi une relation sexuelle dite normale? Là, je vais vous scotcher sur place, messieurs. Retenez bien, messieurs, ce qu'est, je finis, une relation sexuelle dite normale. Dite normale au plan psychiatrique en France. Donc ce qui n'est pas une paraphilie, ce qui n'est pas une perversion sexuelle, à contrario. Je vous le dis. Finalement, c'est assez simple. L'être humain est constitué avec, chez l'homme, un pénis fait pour pénétrer chez la femme un vagin. Ça te plaît chaque fois, hein, je parle de ça. Il y a donc une constitution naturelle. Ça rougit, ça fait bien. Ici, voilà. Et dans la logique psychiatrique, seulement ça constitue une relation sexuelle dite normale. Tout le reste est paraphilie. Relation anale, paraphilie. Fellation, paraphilie. Et je vous renvoie à un dictionnaire des perversions sexuelles, qui est un ouvrage facile, qui coûte pas cher en plus sur Internet, facilement commandé. Dictionnaire des perversions sexuelles, qui nous montre avec des illustrations et des émissions, sur un ouvrage peut-être fait de 400 pages, la diversité, oui, la grande variété, en tout cas, d'imagination que l'homme peut avoir, ou la femme, hein, sur les perversions sexuelles. Parfois, vous avez la formicophilie, donc des mères, des fourmis comme ça, des insectes qui viennent sur le corps pour pouvoir éprouver une grande satisfaction sexuelle. Parfois, c'est manger, donc il faut manger à l'occasion de la relation sexuelle. Sinon, la chantilly, vous savez, ça fait un peu plus filmographie, mais quand même. Voilà. Il y en a d'autres qui sont des scatophiles, qui aiment bien les excréments, les tartiner, et puis voilà, c'est bon, c'est génial, c'est adorable. Et, bon, il y a des paraphiles de tout. Incroyable, incroyable. Voilà. Bon. Et donc, ce fait, quand vous voyez ça, le simple fait que ce soit sur une mineure, signe d'emblée, de toute façon, que c'est une forme de paraphilie. Et qui dit paraphilie, dit fantasme. Qui dit fantasme? Catégorisation, deuxième partie, qui est donc sans mobile apparent. Et quand il s'agit d'un homicide, c'est un homicide sexuel paraphile, annonciateur d'une série criminelle, et ça n'a pas manqué, puisque on sait déjà que ces deux affaires sont liées, par la signature comportementale des pieds, pour le moins, plus les 4 ou 5 qu'on a déjà identifiés tout à l'heure. Et donc, très clairement, on a affaire à un tueur en série sexuel. De type pédophile ou Wilfred, virtuellement, il s'attaque aux adolescents, pour voir. Et à partir du moment où ils ont 9 et 10 ans, à 9 la première, 10 la deuxième, c'est plutôt un pédophile. Ça va? Donc, à partir de là, ça va, non? Où suis-je? Ici. Je manquais mon document, je ne l'ai plus? Ou problème? Ah non, je sais pas. Je vais partir alors que je l'ai.
j'allais sur un autre poste. Voilà. On va rajouter, si vous voulez bien, ce que nous disait un psychocriminologue de la police autrichienne à l'occasion d'une conférence qu'il avait tenue sur Thomas Müller, qui est un tueur en série autrichien. Thomas Müller, si ça vous intéresse, c'est effectivement un tueur en série intéressant. C'est pas la science qui va dire, c'est plutôt l'expérience qui parle. Mais j'avoue que ça s'est vraiment retrouvé à chaque fois que j'ai pu faire une affaire, donc je vous le livre comme tel. Il va enfoncer le clou du crime sans mobile apparent par ses critères supplémentaires. Il dit par exemple, si vous avez 5 de ces critères, alors vous êtes dans la deuxième catégorie, crime sans mobile apparent, mais encore plus évident. Mais il dit, si même vous en avez 3 sur 5, c'est bon. Il en faut une majorité. Pas besoin d'avoir les 5. Il dit, si le crime est violent, et l'auteur n'en éprouve aucun remords, c'est-à-dire qu'il a chosifié ses victimes. Chosifier ses victimes, soyons clairs, c'est quoi? Est-ce que c'est la première victime ou c'est la deuxième victime? Chosifier la victime, ça veut dire quoi? C'est la déshumaniser, c'est la dépersonnaliser, c'est en faire un objet de plaisir. C'est donc la rendre inhumaine, quelque part. Hein, donc vraiment un mannequin, une poupée, voilà. Bon. Et donc, quand vous voyez cette fille-là, c'est sûr qu'elle est dépersonnalisée. C'est plutôt un objet de charcutage. Pour faire ça. Dans nos deux affaires, je crois qu'il y a une vraie différence là. C'est-à-dire que la première affaire, c'est quoi? C'est pas vraiment un objet de plaisir. Non, non. Par contre, c'est un objet de... D'acharnement, de vengeance? Non, un objet de... positionnement. C'est-à-dire qu'il utilise le cadavre pour le positionner d'une certaine manière et donc d'exprimer un message qu'on ne comprend pas encore totalement, mais clairement, il y a... Voilà. C'est plus un objet de plaisir, c'est un objet de message. Faisons simple encore. Donc, il y a une forme de chosification. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, même si ce n'est pas aussi clair que la deuxième affaire, parce que la deuxième affaire, là, on a une position, une rigidité, sexe offert, il rajoute du sang. Bon, voilà, tout ça est vraiment très clair. Donc, première condition retenue. Deuxièmement, le tueur a eu des relations sexuelles avec sa victime, avant, pendant ou après la mort. C'est clair, en tout cas pour la première, avant. Et la deuxième, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que même si on a eu une forme de maquillage des traces sanglantes post-mortem, elle a bien été violée, elle aussi. Donc, dans les deux cas, ça va être le 7e point commun d'ailleurs, viol ante-mortem sur 2 petites filles de 9 et 10. Troisièmement, la victime a été fortement dépersonnalisée, surtout après la mort. Dans le deuxième cas, c'est clair. Dans le premier cas, c'est plutôt un objet de plaisir. Quatrièmement, le criminel a tué pour manipuler le cadavre. C'est-à-dire qu'en fait, la mort était un peu secondaire. Ce qu'il a fait après était le plus important. Le temps qu'il y a consacré, le message qu'il a utilisé, voilà, tout ce qui... voilà. Mais là, vous dites oui, bien sûr. C'est là où on voit très très bien que ce critère est nouveau, même par rapport à l'habitude de ce qu'on a à voir. C'est-à-dire que pour manipuler le cadavre, quelle que soit la motivation, d'ailleurs, c'est bien ce qu'il a fait. Il l'a utilisé, il a même utilisé ce corps et sa rigidité pour le mettre dans une certaine pose. Et il l'a transporté, évidemment, il l'a gardé un moment, c'est vrai, vous le dites. Alors, mutilation, pardon, je ne crois pas. Trophée corporel, je ne crois pas également, mais en tout cas, peut-être pour la deuxième. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le transport et la pose. Enfin, 5e et dernier critère, une autre possibilité est que le tueur n'ait pas eu de relation sexuelle avec la victime et que l'homicide présente une connotation sexuelle. Corps dénudé sans viol apparent. Alors, corps dénudé sans viol apparent, bah, il n'est pas dénudé dans notre première affaire. Non, non. Viol apparent, bon, il a peut-être essayé de laver, mais on verra bien au bout du compte qu'il y a eu viol. Donc on peut dire que dans la première affaire, ça ne colle pas. Cette condition-là ne colle pas. Et dans la deuxième? Dans la deuxième, il n'y a pas la possibilité, puisqu'elle était violée. On voit l'arrêt des sangs, il y a eu viol. Donc il y a eu une relation sexuelle. Si,
sexuelle dans les deux cas. Voilà. Donc c'est rien pour ça, la dernière condition. Donc il y en a 4 sur 5. C'est clair que c'est un individu qui a un fantasme associant sexualité et violence, et qui donc non seulement est dangereux, mais doit être rentré dans la catégorie donc, des criminels sans mobile apparent à dominante fantasmatique. Parce que lui, il ne peut pas avoir une relation normale avec une femme et en toute femme. Ça, on va voir. Voilà. Ça, On va voir. On peut très bien avoir une relation sexuelle normale. Le pire, vous savez, ça c'est vraiment le pire. On peut avoir une relation sexuelle avec une femme normale et faire ce qu'il a fait. Ah, il y a des cas aussi. Ça c'est terrible de dire ça. Parce que vraiment, Il y a des cas ce n'est pas tellement finalement dans le comportement que va se jouer il peut être marié aussi. oui, c'est dans le profil, le bien de quelqu'un, au sens en tout cas du comportement social. J'insiste bien. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est tout à fait présentable, avenant, gentil, comme tout, voilà. Mais c'est évidemment dans l'amitié, dans la fraternité, dans l'intimité, dans les relations rapprochées, que vous allez vraiment découvrir généralement à qui vous avez affaire. Et quelqu'un de bien, je dis souvent à mesdames et mesdemoiselles, restera bien s'il est vraiment bien. Mais si vous allez trop vite, si vous vous faites un petit peu trop piéger par un personnage particulièrement convaincant, ou il y a un petit sourire là, hein, et manipulateur, voilà, ou ce genre de choses, parce que voilà, ça va trop vite. Prenez le temps vraiment, prenez le temps, laissez vos instincts faire leur œuvre, expérimenter, passer un peu de temps avec cette personne, alors, hommes ou femmes d'ailleurs, hein. Vraiment, hein, hommes ou femmes, parce qu'il y a aussi des femmes particulièrement détestables. Mais, faut le dire. Mais par contre, voilà. C'est sûr qu'au plan sexuel, il y a des choses à dire lorsque vient le moment de l'intimité. Alors, et vous dire aussi qu'à l'inverse, une fois qu'on tombe sur la bonne personne, parce qu'on parle de choses quand même assez terribles, hein, tout ça, hein, l'être humain n'est pas toujours comme ça, heureusement. Hein, et on a des gens très bien qui, bien sûr, ont la joie ensemble d'avoir des relations sexuelles normales, qui sont le prolongement tout à fait naturel et bonifiant d'un amour véritable. On continue. Les facteurs espace-temps. Alors là, dans le principe, le FBI nous parle d'environnement à risque pour la victime, en le graduant de différentes manières, mais on va prendre 3 repères pour bien situer les choses aujourd'hui. Lorsqu'on a un environnement à haut risque, j'insiste bien, pour la victime, c'est un lieu isolé de type forêt, donc à l'extérieur de la. Ça veut dire tout simplement qu'elle se retrouve dans un lieu isolé, où elle a été attirée dans un lieu isolé, où il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de. Elle peut crier